Bonjour, c'est Mathieu Andreu et aujourd'hui, on va parler des blessures et de comment essayer de les prévenir. Les principaux facteurs de risque de blessure, tout d'abord, sont déjà une mauvaise hydratation, un mauvais sommeil et une mauvaise nutrition, car c'est quand même le triptyque qui va favoriser une bonne récupération, un bon développement musculaire et un bon entraînement. À cela, on peut rajouter aussi une spécialisation trop tôt dans le sport. Par exemple, on voit des jeunes qui, dès l'âge de 8 ans, sont déjà spécialisés à fond dans leur pratique sportive et cela peut engendrer des déficits musculaires, des déficits articulaires et des déséquilibres qui vont engendrer par la suite des blessures. Mais aussi on peut parler d'un manque d'entraînement en préparation physique, un manque de mobilité, un manque de souplesse et un manque de force. Alors c'est très compliqué de définir les causes et les mécanismes de la blessure. Les mécanismes, on peut le voir, si par exemple il y a une chute ou si la personne est retombée sur un pied ou lors d'un contact, là on a vraiment le mécanisme pur. Mais pour définir la cause en elle-même, vu qu'elle est multifactorielle, elle peut être aussi bien donc physique, due aussi à la vie externe, par exemple une mauvaise hydratation, un mauvais sommeil, une mauvaise nutrition, mais elle peut aussi être à l'aspect psychologique, dû à la fatigue externe, par exemple dans un milieu scolaire, avec la famille ou avec les amis. Donc les principales blessures au basket sont situées au niveau du bas du corps. On les retrouve donc au niveau des chevilles, entorse de cheville, au niveau des genoux, entorse de genoux et notamment des ligaments croisés qui sont plus présentes sur le secteur féminin dû à une laxité articulaire plus importante. On retrouve aussi pas mal de tendinopathie rotulienne au niveau du genou dû à une sursollicitation et un manque d'entraînement, de force et de mobilité chez les basketteurs. Et on retrouve aussi pas mal de blessures au niveau du rachis, de plus en plus sur les nouvelles générations, dû aux postures souvent allongées dans les canapés. La meilleure façon de prévenir des blessures, pour moi, c'est de mettre en place des routines de façon quotidienne, des routines en fonction de son profil. C'est-à-dire que si on a un manque de mobilité au niveau de la chaîne postérieure, il va falloir qu'on travaille sur cette mobilité-là avant chaque entraînement, avant chaque match. Si on a un déficit de force au niveau du quadriceps, il va falloir qu'on travaille pareil sur un travail de force au niveau du quadriceps avant chaque entraînement, avant chaque match. L'idée vraiment de la routine, c'est de prendre en place 15 à 20 minutes avant l'entraînement pour s'échauffer sur ces points qui vont permettre de prévenir les blessures. Alors les étirements, c'est souvent un grand débat qui pour moi aujourd'hui n'a plus lieu d'être. On sait qu'il faut s'étirer, la question c'est quand et comment. Quand, vous avez avant, vous avez pendant et vous avez après l'entraînement. Vous avez différentes méthodes qui vont avoir différents objectifs et que vous allez pouvoir placer sur ces trois périodes-là. Avant l'entraînement, je vais surtout vous recommander des étirements passifs courts, plus sur du travail de mobilité, c'est-à-dire venir vous étirer sur une amplitude qui est plutôt faible, à intensité faible et réaliser des petits mouvements, des petits à-coups, juste pour redonner un peu de cette mobilité articulaire pour la performance. Pendant l'échauffement, je vais vous recommander de faire ce qu'on appelle la méthode activo-dynamique. C'est une méthode qui va vous permettre d'activer tout simplement vos muscles, de donner de la mobilité articulaire et aussi de réchauffer en fait votre muscle, d'activer le système un peu cardiovasculaire et la température du muscle. Pour ça, très simple, une contraction isométrique de 5 secondes, puis derrière une contraction excentrique de 2 secondes et une contraction dynamique, donc par exemple des montées de genoux sur 5 secondes. Et enfin, en post-entraînement, en fin d'entraînement, je vous recommanderais de faire des étirements passifs courts, même chose qu'au début, mais cette fois-ci en maintenant la position sur une intensité faible et sur une amplitude faible, simplement pour redonner à votre muscle son amplitude articulaire classique. Et en extérieur de tous ces entraînements et de ces matchs, si vous voulez gagner en souplesse, là faire du passif long, c'est-à-dire sur du temps un peu plus long, par exemple 30 à 4 minutes, sur des positions stables où vous ne bougez plus. Alors plus que les étirements, c'est la différence entre la souplesse et la mobilité. La souplesse est un vrai prérequis pour la mobilité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas souple, ou en tout cas ce qu'on pourrait attendre d'une personne qui est souple, ça va être très compliqué de vous mouvoir, parce qu'on parle de mobilité un peu active, alors que la souplesse c'est plus sur un mouvement passif. Donc il sera intéressant de travailler votre souplesse, notamment sur des phases en dehors des entraînements, pour pouvoir être plus mobile, plus agile dans votre performance. Il est intéressant de combiner les deux, bien sûr,
la mobilité bien plus avant l'entraînement, la souplesse bien plus après, voire même en dehors des entraînements pour pouvoir être performant et surtout prévenir les risques de blessures. Dans le basket, au vu des gabarits qu'on a, des très grands gabarits, on retrouve aujourd'hui une raideur de la chaîne postérieure très importante. Donc s'il y a des points clés sur lesquels je m'axerai aujourd'hui en termes de mobilité, ça serait la mobilité des hanches et la mobilité des chevilles. Et si je devrais rentrer sur un travail de souplesse, ça serait plus sur un travail de souplesse au niveau des ischio-jambiers, au niveau des lombaires et au niveau des quadriceps. Pour gérer la charge de travail aujourd'hui, on a plusieurs technologies, en tout cas on a plusieurs outils qui nous permettent de le faire. Si vous êtes entraîneur et que vous avez plusieurs athlètes, ce que je peux vous recommander, c'est qu'à la fin de chaque entraînement, vous puissiez prendre ce qu'on appelle un RPE, un indice de fatigue, un indice d'intensité qui se trouve de 1 à 10. Vous avez juste une question à poser à votre athlète, c'est comment il a ressenti son entraînement, 1 étant très facile, 10 étant extrême. Et ça va tout de suite vous permettre de voir un peu, de quantifier cette charge subjective, ce ressenti de l'athlète de l'entraînement. Si vous avez des moyens bien plus élevés, alors là vous pouvez rentrer sur des questionnaires bien plus objectifs aussi, mais je pense que c'est pas ouvert à tous. Et déjà, juste en mettre en place ce questionnaire subjectif de ressenti de la charge et de ressenti de l'entraînement est important. Pour vraiment quantifier cette charge-là, vous allez ensuite multiplier ce ressenti par le temps d'entraînement. Imaginons qu'on vient de faire un entraînement d'1 heure, que mon ressenti est de 6, et on multiplie 60 x 6 et ça nous donne une charge, ça nous donne un chiffre qui va nous permettre de quantifier l'entraînement. Pour tout ce qui est préparation physique et notamment développement de la force maximale, il faut en moyenne une récupération de 24 heures. Je vous conseille de faire par exemple un entraînement le lundi matin en force. Vous pouvez ensuite récupérer pendant votre journée et reproduire cet entraînement le lendemain. Pour tout ce qui est par exemple un travail plutôt énergétique, donc aérobie, vous allez avoir besoin d'une récupération de 48 heures pour refaire tout ce qui est stock de glucose et notamment glucose intramusculaire. Et là, il va falloir donc prendre plus de temps. Pour tout ce qui est par exemple récupération et optimisation de l'entraînement basket, vu qu'on est sur une multitude de facteurs physiques, je vous recommande de bien analyser votre charge d'entraînement et d'éviter d'enchaîner des entraînements intenses. Quand je parle d'intense, c'est par exemple des entraînements de 2 heures à forte intensité qui n'ont pas lieu d'être en enchaînement. Par contre, privilégier plutôt des entraînements très intenses, par exemple de matin, et des entraînements plus courts et moins intenses, donc par exemple du shoot, des drills l'après-midi, et enchaîner sur cette variation de charge. Pour moi, il y a toujours ce triptyque nutrition, sommeil et hydratation. On a trop tendance à l'oublier et à le compenser par un maximum d'entraînement pour avoir des performances énormes. Sauf qu'on oublie que c'est la base. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une hydratation qui est suffisante, d'accord, par exemple pour un sportif homme, il faut boire quand même entre 2 litres et 3 litres. Pour une sportive femme, il faut boire entre 1,5 litre et 2,5 litres d'eau par jour, sans compter l'apport en eau durant les entraînements, car on a trop souvent tendance aussi à oublier que les athlètes sont déshydratés pendant les entraînements. Donc il faut bien penser à boire beaucoup. Toute cette hydratation-là va permettre une hydratation des tendons, donc une prévention des blessures, mais aussi une optimisation de la performance. Donc l'hydratation est vraiment importante. Pour tout ce qui est nutrition, pareil, on voit beaucoup d'athlètes qui négligent ce côté nutrition et qui se permettent tout simplement d'aller, après un entraînement en musculation, manger un McDo. Il est important d'optimiser sa nutrition pour optimiser sa récupération et optimiser ses gains musculaires aussi et ses gains en récupération par la suite. Une nutrition saine avec un petit déjeuner, un repas le matin, un repas le soir, va vraiment favoriser votre récupération et votre entraînement. Et le dernier point qui est le sommeil, les jeunes notamment ont tendance à négliger le sommeil en passant plus de temps sur les réseaux sociaux, en passant plus de temps sur leur play, etc. Or on oublie que le sommeil en fait est le meilleur moyen aussi de récupérer et de favoriser le développement musculaire. Un sommeil de qualité est en moyenne de 8 à 9 heures pour les sportifs, donc à eux d'optimiser et de réfléchir un peu de comment structurer ce sommeil pour bien dormir et bien récupérer. Aujourd'hui, on a de multiples méthodes et de multiples moyens de récupérer, notamment avec tout ce qui est bain froid, bain chaud, cryothérapie. Par rapport au froid et notamment à la cryothérapie, on va vraiment avoir un impact sur la récupération nerveuse. Sur la récupération musculaire, aujourd'hui, aucune étude scientifique n'a pu le prouver, notamment sur tout ce qui est DOMS, tout ce qui est courbature, tout ce qui est blessure musculaire. Il y a très peu de vérifications scientifiques. Par contre, on a un vrai impact sur la récupération nerveuse et sur de la fatigue nerveuse. Après l'entraînement, tout ce qui est bain froid, bain chaud, ce que je pourrais moi recommander, c'est une alternance entre le froid et le chaud.
Il y a différents protocoles, par exemple 1 minute, 30 secondes, voire 3 minutes. Moi, j'utilise vraiment le protocole 1 minute dans le froid, 1 minute dans le chaud, et ça pendant 15 minutes. C'est ce qui, je trouve, moi, le plus optimal afin de favoriser tout simplement une vasoconstriction et une vasodilatation dans le chaud de vos muscles, de vos capillaires sanguins, et donc favoriser un drainage après l'entraînement. Aujourd'hui, dans le haut niveau, on a beaucoup de technologies qui nous permettent de récupérer et d'optimiser notre entraînement, et donc par conséquent aussi de prévenir les blessures. On a aussi tout ce qui est par exemple tréssothérapie, d'accord, des bottes de compression qui nous permettent après l'entraînement de favoriser tout simplement un drainage lymphatique. On a des bottes de compression qui sont cryo aussi, donc qui font aussi bien compression et froid. On a une émergence aujourd'hui de tout ce qui est pistolet, par exemple des TerraGun, des Hypervolt, etc., qui vous permettent en fait de réaliser des automassages après ou avant l'entraînement, ce qui permet tout simplement un peu de mobiliser votre corps, de favoriser une récupération, mais aussi de l'activer avant l'entraînement. En autre type de technologie, on retrouve aussi tout ce qui est la stimulation, l'électrostimulation, qui peut favoriser un échauffement optimal, un recrutement musculaire optimal, mais aussi une récupération après un entraînement. Merci pour votre écoute, j'espère que tous ces conseils vont vous être utiles. N'hésitez pas à laisser en commentaire tout simplement vos interrogations, vos expériences, et à le partager à vos amis sportifs. Et puis on se dit à bientôt.